sans plus tarder, je demanderai à notre conférencier, Clarence Le Breton, de venir vous présenter le sujet de sa conférence, les élections américaines de mi-mandat et l'effet Trump, qui suscite un grand intérêt. Merci. Merci, Aline, et merci tout le monde d'être venu en si grand nombre. Il est évident que le président des États-Unis, M. Trump, retient énormément l'intérêt. Je sais pas si vous vous en souvenez, lors de l'élection de 2016, on avait eu cette rencontre ici où j'avais évidemment parlé de l'élection présidentielle. Et durant l'élection présidentielle de 2016, Donald Trump, un de ses slogans était « Drain the swamp », assécher le marais, en voulant dire que Washington était plein d'animaux qui vivent dans des marais, etc., etc. Or, mon bon ami Kevin Mann de Batters, qui est ici ce soir, m'a fait parvenir cette copie du New Yorker du mois de mai, où on voit Trump en train de jouer au golf, le pied sur un crocodile, dans un marais. Alors, des élections de mi-mandat. La première partie de mon propos, qui va durer 10 minutes à peu près, ça sera un peu une revue, c'est-à-dire que les examens de la classe de 2016 est finie, on va faire une revue pour l'examen. Alors, en 2016, lorsque on a vu les résultats de l'élection, comme vous le savez, les républicains, c'est rouge, malgré qu'ils seraient comme les conservateurs au Canada, et les démocrates, c'est bleu, OK, ça serait comme les libéraux au Canada. Alors, vous voyez que Trump avait vraiment été sérieux dans cette victoire. Comme vous le savez, le système présidentiel américain est un système présidentiel à un tour bicaméral à vote à suffrage universel indirect. Tu votes pour le président, mais finalement, tu votes pour des grands électeurs. Et chaque État, n'est-ce pas, chaque État, de par sa population, a un nombre de grands électeurs. Alors, si on regarde la Californie, qui est un État de 40 millions d'habitants, il y a 53 grands électeurs, qui représentent 53 membres de l'Assemblée, et 2 sénateurs, qui fait 55 grands électeurs. Tandis que, je vais regarder le Wyoming, population de 500 000, un congressman, c'est-à-dire un à la Chambre des représentants, et 2 sénateurs. Alors, aux États-Unis, il faut comprendre que la Chambre des représentants est, de par le nombre et de par la population de l'État, tandis que le Sénat, 50 États, 2 sénateurs par État, que tu sois un petit ou un État peu populeuse ou très populeuse. Alors, Clinton avait eu 232 sièges et Trump 306. Des données de base maintenant. Population des États-Unis, 329 millions, c'est le 2016. 63% de blancs, 17% d'hispaniques, 12% de noirs. Ça surprend toujours tout le monde. On pense qu'il y a énormément de noirs aux États-Unis, mais c'est 12% de la population. Les milléniaux, les 18 à 33 ans, les milléniaux font partie de ça. 33 ans est un peu fort, mais de 18 à 33 ans, 83 millions. Et si vous parlez à des démographes, ils vont vous dire que la force des États-Unis, c'est ce chiffre-là. Les chrétiens, 70%, sans religion, 22%, les juifs, 1,9%. Vous savez, il y en a eu le massacre à Pittsburgh. La ville de Pittsburgh est une ville de 300 000 habitants. La municipalité, le Grand Pittsburgh, 2 300 000. Population juive de Pittsburgh, 42 000. Les musulmans, que Trump a énormément peur d'eux, ils sont 0,09% aux États-Unis.
Ils sont surtout dans la région de Détroit. Suivant. Lorsqu'on va aux États-Unis, dans n'importe quelle manifestation publique, c'est les drapeaux, c'est l'hymne national et c'est l'armée. C'est un pays, et évidemment, c'est un peuple qui est très attaché à cette tradition militaire-là. L'armée, OK, toutes les forces confondues, qu'on appelle prêtes au combat, 1,4 million de personnes. Au Canada, pour vous donner un exemple, l'armée canadienne, 64 000 plus 24 000 de réserve pour 88 000 personnes. Alors, dans un conflit, nous, on emporte le lunch. En plus de ça, il y a une garde nationale de 500 000 personnes. 1 100 bases militaires, 1100 bases militaires. Personnel civil sur les bases, 1 million. Le budget pour l'an prochain, dont Trump parle beaucoup à l'heure actuelle, 716 milliards. Attendez-vous que c'est sérieux. Les vétérans aux États-Unis, la population des anciens combattants vivants, 21 millions. Et le budget du ministère des vétérans, Veterans Affairs, 87 milliards. Le nombre d'employés, c'est le plus gros ministère aux États-Unis, 280 000 employés. Or, on peut comprendre que les politiciens jouent beaucoup sur cette carte militaire parce que ça représente évidemment toute une économie, ça représente aussi beaucoup de votes. Ils ont des bases à l'étranger. En Allemagne, on a 14, en Corée du Sud, au Japon, en Sicile, en Turquie, nommez-les. Et tout ça est aussi appuyé par une relève qui sont les grandes académies militaires, que ce soit West Point, que ce soit Annapolis, que ce soit Citadel College à Charleston, en Caroline du Sud, où vraiment on prépare une jeunesse à faire partie de cette grande tradition américaine. Les universités maintenant de niveau 4. On ne parle pas ici, là, on parle des universités dans le tel. 4 726. Au Canada, 99. Nombre d'étudiants en 2017, 22 millions. Et ça, c'est intéressant. Les élections de mi-mandat n'attirent pas beaucoup d'électeurs par rapport aux élections présidentielles. En 2016, lors des élections présidentielles, les jeunes universitaires avaient voté à 46 %. Lors du mi-mandat 2014, 26 % seulement des jeunes universitaires avaient voté. Alors, les démocrates, si les démocrates sont pour faire des grands gains, il faut que les jeunes votent et ce n'est pas nécessairement chose faite. Vous avez évidemment des grandes universités de prestige, Harvard, Yale, Cornell. Une petite note en passant, Cornell qui est à Ithaca, New York, dans upstate New York, on a une personne de Caraquette qui a gradué à Cornell en agriculture. C'était François Blanchard. Okay? Cette année, la scolarité à Cornell est 50 000 $ US. Et si vous êtes résident plus carte de cafétéria, c'est 65 000 $. Vous avez aussi des State Universities qui coûtent moins cher, qui est beaucoup plus populeuse. L'Université de Wisconsin qui est à Madison, 182 000 étudiants, mais 12 campus. Okay? La State University de New York, 467 000 étudiants, 64 campus. Au Canada, 99 étudiants, 1,4. Okay? Et là, j'ai une carte, okay? Parce que souvent, dans le temps des audiences sénatoriales pour la nomination du juge Kavanaugh, okay? Trump disait « He's a Yale graduate ». Aux États-Unis, c'est pas compliqué. Si vous sortez de Dartmouth, de Harvard, de Brown, et vous avez des familles qui vont toujours aux mêmes universités. Yale, Columbia, Princeton, Penn, Cornell.
Ça, c'est la crème de la crème, mais vous en avez des très grandes et des très prestigieuses en plus de ça. Les grandes villes américaines. OK? Alors, évidemment, Los Angeles, Chicago, New York, c'est les 3 plus grandes villes aux États-Unis. Vous avez par après des villes, qui sont vraiment en émergence. La ville d'Atlanta, par exemple, que j'ai visitée l'an passé, est devenue une ville booming city. Comme vous savez, c'est la ville du Coca-Cola. Hein? C'est là que le siège social de Coke et c'est là que le siège social de CNN aussi. Et l'aéroport d'Atlanta, qui est Hartsfield-Jackson, est devenu le plus grand aéroport aux États-Unis. Pour vous donner un exemple de cet aéroport-là, 56 000 employés, 29 000 aires de stationnement. Si tu ne trouves pas un parking là, il y a un problème. OK? Les grands journaux maintenant, parce qu'on en parle beaucoup, le plus grand journal, celui qui est le plus distribué aux États-Unis, c'est le USA Today, 1,8 million de papiers par jour et 1,4 million numériques. Le deuxième, c'est le Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, New York Post, Chicago Tribune, LA Times, Boston Globe, Miami Herald. Alors, ces journaux-là, évidemment, ont de l'influence. Alors, lorsqu'on parle, évidemment, des États-Unis, surtout dans un contexte électoral, il est important de comprendre le jargon des politiciens. Ils vont parler du Rust Belt, ils vont parler du Corn Belt, ils vont parler du Deep South, East Coast, West Coast. Ou aussi, ils vont parler de Plains, OK? Alors, essayons de voir qu'est-ce qu'est le Rust Belt. Le Rust Belt, évidemment, c'est cette partie, vois-tu, c'est cette partie rosée, là. Hein? C'était où on avait les grandes industries, surtout en sidérurgie, des steel mills, que ce soit Pittsburgh, Baltimore, Cleveland. Okay? C'est toute cette grande partie-là qui commençait de Utica, New York, puis qui se rendait jusqu'à Decatur dans l'Illinois. Okay? Un peu Milwaukee, par exemple, Milwaukee au Wisconsin. Toute cette grande partie-là. Or, évidemment, c'est la partie qui a été la plus frappée durement dans les années 70 et 80, car toutes ces grandes industries-là se sont effondrées. Et moi, la première fois que je suis allé à Cleveland en 79, c'était vraiment pas beau. C'était une ville vraiment en décrépitude. Et là, vous voyez que ces villes, comme Pittsburgh, Lafayette, Allentown, Philadelphie, et je mettrais là-dedans Cleveland maintenant, ce sont des villes qui se sont refaites, qui sont très, très bien. Et là, vous avez l'autre partie du Rust Belt, mais qu'on va aussi appeler le Coal Belt, ça c'est le charbon. West Virginia puis Kentucky, là, ça c'est plus Trump County au bout. Okay? Parce que Trump leur a promis qu'il revitaliserait l'industrie du charbon, les histoires climatiques, ils n'y croient pas. Alors, évidemment, à la Virginie de l'Ouest et au Kentucky, c'est ce qu'on appelle. L'autre partie, évidemment, c'est la Corn Belt. Là, c'est vraiment le grenier, OK? C'est le Nebraska, c'est le Kansas, le Missouri, l'Iowa, Minnesota, South Dakota, Illinois, Indiana. Puis on peut aller un peu là aussi, là, mais c'est vraiment le cœur du Corn Belt. Et aujourd'hui, Trump a un peu de difficulté avec cette région-là parce que la culture aujourd'hui, et surtout le soya, qu'ils vendent énormément en Chine, et avec toute la chicane qui se passe économiquement, commercialement avec la Chine, on a évidemment des gens qui ne sont pas trop contents là. Il faudra un peu surveiller ça. Les Grandes Plaines, évidemment, Oklahoma, Kansas, Nebraska, tout là. Hein, ça, c'est encore une fois, c'est des régions agricoles, mais dans ces régions ici, au Nord Dakota et au Dakota du Sud, entre autres, c'est vraiment des États qui sont en train, excusez l'expression anglaise, de boomer à cause du gaz de schiste.
c'est une grande, grande prospérité maintenant. Et il y avait une époque que ces États-là, c'était considéré des États très pauvres. Le Deep South, le sud profond, où on retrouve surtout la population noire au-dessus de 20 et 25 hein, c'est les États au sud du Mason-Dixon Line. Vous savez, cette ligne dont on parle souvent aux États-Unis, qui veut dire, en deçà de la ligne, c'est le sud. C'était les États, surtout, qui s'étaient évidemment déclarés voulant quitter l'Union. Hein. Avant d'aller là, j'aimerais vous raconter, parce que tout à l'heure, on parlait du militaire. Lorsque la guerre de sécession s'est terminée, et que le général Lee s'est rendu à Grant, dans le palais de justice, la courthouse de Appomattox, hein, il s'est rendu, le Nord gagnait, et normalement, le général des forces sécessionnistes aurait dû être traduit en justice et être accusé de trahison et évidemment pendu parce qu'il avait mené une guerre contre son propre État. Il n'y aura rien de ça. Lee était un grand propriétaire terrien. Il avait un vaste domaine et on lui a demandé de donner son domaine comme punition. Et son domaine, c'est quoi aujourd'hui? C'est le cimetière d'Arlington, à Washington. Ouais. On continue. East Coast. Ah, là, on est dans le pays démocrate. Hein? Tout ça, New York, New Hampshire, Vermont, là, vraiment, on est dans un pays très démocrate. La Pennsylvanie avait triché, là, lors de la dernière élection présidentielle, mais elle va revenir. Hein? Elle va revenir aux démocrates, ça, c'est définitif. Le Maine, c'est intéressant, il y a une tradition d'indépendants. Ils élisent toujours des gens indépendants. Et là, vous avez le West Coast, très démocrate. Là, Trump n'a aucune chance. Et comme vous le savez, l'État la plus populeuse des États-Unis, qui est la Californie, avec 40 millions, Trump n'y a pas été depuis qu'il a été élu, ne va jamais là. Il fait une tournée à l'heure actuelle, puis il ne va pas là parce qu'il n'y a pas de chance. L'Oregon, puis l'État de Washington. Et là, après ça, vous avez évidemment Montana, Wyoming, Idaho, et ça, c'est les grands ranchs, c'est montagneux, Colorado, Utah, Nevada, puis Arizona, qui est un peu plus désertique, là. Puis il y a le casino, évidemment, hein? Les casinos. Alors, nous ne sommes pas dans une année d'élection présidentielle. Nous sommes dans une année de mi-mandat, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, une élection de mi-mandat, comme lors d'une élection présidentielle, le Congrès, les 435 membres du Congrès sont en élection. Et eux, ils sont en élection à tous les 2 ans. OK? Et le Sénat, parce que c'est des mandats de 2 ans au Congrès. Le Sénat, c'est des mandats de 6 ans, mais dont 1/3 est en élection à tous les 2 ans. Vous comprenez? Alors, cette année, on a 435 membres du Congrès. Tout le Congrès, c'était pas le Congrès, mais la Chambre des représentants qui est en élection, plus 35 sénateurs. Parce qu'on a un sénateur qui est obligé de démissionner, c'était censé être 34, mais on en fait 35. Là, vous voyez 3 membres, plus 3 membres. C'est la ville de Washington, où la capitale n'est pas un État, c'est un district fédéral, et ils ont 3 voix, 3 sièges à la Chambre des représentants, mais ils ne peuvent pas voter, c'est un peu plus honoraire que d'autres choses, car c'est le gouvernement fédéral qui s'occupe du territoire. Mais ils ont 3 membres qui comptent surtout pour le collège électoral. Ça va. Alors, comme je vous le disais, membre du Congrès, à tous les 2 ans, ça prend 25 ans pour se présenter. Membre du Sénat, 6 ans, mais 1/3 à tous les 2 ans, ça prend 30 ans. Et un président, c'est un mandat de 4 ans.
et il faut avoir 35 ans. Comment devient-on candidat? On devient candidat de la même manière que ce soit au Congrès, au Sénat ou à la présidence, à travers d'un processus soit de caucus, c'est-à-dire une assemblée comme ce soir où on déciderait que Silvio Dugas serait notre candidat, OK, pour le Parti républicain, puis on le battrait après, OK, ou une élection, OK, une primaire fermée où juste les membres de tout Caraquette pourraient voter lors d'une journée d'élection spéciale pour ça, ou une primaire ouverte, ou démocrate ou républicain, où tout le monde pourrait voter pour les candidats de son choix. Mais il faut dire qu'aux États-Unis, chaque État a ses règles. Les primaires, règle générale, pour que ça soit pour désigner des candidats, soit à la Chambre des représentants, sénateurs, ou même lorsqu'une présidentielle, normalement, c'est toujours de janvier à juin. Quand on a une présidence, les conventions, c'est toujours en juillet. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le Parti démocrate est un parti beaucoup plus ouvert. Okay? Dans une convention d'un Parti démocrate, vous aurez 4 764 délégués, okay? 2 300 pour gagner, les républicains, la moitié. Le républicain est un parti beaucoup plus fermé. Toutes les campagnes électorales officielles aux États-Unis commencent toujours la journée de la fête du travail. Okay? Le jour d'élection est toujours le premier mardi de novembre. Mais ce mardi, suivant le premier lundi de novembre. C'est-à-dire que si mardi est le 1er novembre, c'est impossible parce qu'il ne suit pas le premier lundi. Il faut que ça va au 8. Cette année, c'est le 6. OK? Collège électoral, on n'est pas là soit ici parce que les résultats officiels après le 6 janvier viennent janvier, mais ça nous intéresse très peu. Voilà. Passons maintenant aux choses sérieuses qui nous intéressent cette fois-ci. Aline? Ça change? Ah, voilà. Je me reprends. Alors, tous les sièges de la Chambre des représentants, qu'on appelle congressman ou woman, au nombre de 435 doivent être comblés lors de l'élection du 6 novembre prochain. Un tiers du Sénat en élection. Cette année, le nombre est de 35, à cause, comme je vous le disais. 39 gouverneurs sont également élus lors de cette même élection, c'est-à-dire 36 gouverneurs, 36 États. Il y a 3 gouverneurs qui vont être aussi élus dans les territoires, Guam, Samoa, tout ça. Ça ne nous intéresse pas, c'est surtout 36. Et là, je fais une précision. L'élection d'un gouverneur aux États-Unis, c'est très, très important. Parce que les délimitations des circonscriptions électorales, qu'on va appeler du gerrymandering, dans le terme jargon politique, un terme que Bernard m'avait expliqué lors d'une journée où il était lucide, c'est de délimiter des circonscriptions qui favorisent un parti ou l'autre. Alors, si le gouverneur républicain, c'est à lui le mandat de délimiter ces circonscriptions-là, mais il va faire de sorte... Alors, c'est pour cette raison-là qu'on a à l'heure actuelle des luttes terribles pour gouverneur. Je ne sais pas si vous avez entendu Trump ces 2 derniers jours, qui traite le candidat démocrate pour le gouverneur de la Floride, Gillum. Il le traite de menteur, de voleur, de tout ce qu'il veut, parce que la Floride était un État très important lors de l'élection présidentielle de 2016. Et s'il y a un démocrate qui peut être sûr qu'ils vont changer certaines petites frontières. À noter que le nombre de représentants varie selon la population. L'État du Wyoming a une population de 500 à 1 représentant, tandis que la Californie, avec 39 millions, a 53 représentants plus 2 sénateurs. Cependant, le nombre, comme je vous l'ai dit, le nombre de sénateurs est le même partout. Les partis maintenant. Alors, le Parti démocrate est un parti, c'est le plus vieux parti. C'est le parti qui a été fondé dès le début de la République, à la fin du 18e siècle. Le Parti républicain, anciennement le Parti Whig, était très british, si vous voulez,
fondée en 1857, dont leur premier président de grande notoriété fut Abraham Lincoln, qui avait été élu 3 ans plus tard, en 60. Le Parti démocrate est considéré comme un parti de gauche libéral, à l'intérieur duquel un mouvement qu'on dit socialiste s'est développé ces dernières années avec l'ancien candidat à la nomination présidentielle Bernie Sanders. Et pour les républicains, Bernie Sanders représente presque le diable. Okay? Pour eux autres, c'est un socialiste épouvantable. Le Parti républicain est un parti de droite à l'intérieur duquel un mouvement, okay? Ce n'est pas un parti, un mouvement très populaire s'est développé du nom du Tea Party, surtout formé des groupes évangélistes. Or, ça, c'est la base à Trump. Okay? La base à Trump, c'est les anciens du Tea Party. Okay? Le Parti démocrate avait en 2016 44 millions d'adhérents, tandis que le Parti républicain en comptait 32 millions. Okay? Parce que, comme je vous le dis, le Parti démocrate est un parti beaucoup plus ouvert. À l'élection de mardi prochain, 240 millions d'électeurs éligibles. Dernières élections présidentielles en 2016, 137 millions avaient voté pour 62 %. C'est très haut pour les États-Unis, ça. L'élection de mi-mandat, la participation est, règle générale, moins de 50 %. Et dans les événements qui viennent d'arriver, moi, je suis dipôle, OK? Des maisons de sondage, là, il n'y a pas juste léger aux États-Unis, OK? Il y en a comme des cheveux sur la tête, pas les miens, là, mais en tout cas. Et j'en suis 10. Et c'est assez précis parce que c'est à tous les jours, et ils ont toutes sortes de systèmes. Et depuis l'affaire de Pittsburgh, il n'y a plus personne qui se comprend. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va être l'effet de ça. Okay? Mais, règle générale, est-ce que les gens vont avoir peur, ne vont pas aller voter, ou est-ce que les gens vont sortir parce qu'ils sont très motivés? On ne le sait pas vraiment. L'inscription des électeurs, toujours fort contestée dans certains États. Mais là, il faut que je vous explique. Aux États-Unis, ils ont une liste d'électeurs comme que nous avons. Mais aux États-Unis, il y a une très grande mobilité. Là. C'est-à-dire, le monde déménage, etc. Vous êtes de la Géorgie, je sais pas, vous êtes de l'Oklahoma, vous déménagez en Géorgie, bien, il faut vous inscrire en Géorgie. Et là, vous arrivez avec vos papiers, puis là, vous essayez de vous inscrire. Et là, vous avez tous les stratagèmes, surtout là, les républicains, pour interdire, pour empêcher okay, les gens de s'inscrire, surtout les minorités. Hein? Qu'est-ce qui a fait la force à Obama? C'est qu'il a créé un mouvement pour inscrire des gens qui n'avaient jamais été inscrits, des Noirs. Parce que les Noirs, lorsqu'ils allaient s'inscrire dans les États du sud des États-Unis, on lui demandait, ton grand-père s'appelait comment? Puis comment est-ce que tu appelles ça? Il ne savait pas l'appeler, you can't write, you can't read, you're not eligible, etc., etc. En 2018, au moment où on se parle, à une semaine de l'élection, le Congrès est composé de 236 républicains, rouges, 193 démocrates, bleus, et 6 sièges qui sont vacants. Le dernier sondage, en date de cet après-midi, les gens, les intentions de vote, donnent 50% des intentions de vote à la Chambre des représentants aux démocrates, 42% aux républicains, puis 8% d'indécis. Hein? C'est beaucoup plus tard qu'on pensait. Alors, nous autres, ici, au Canada, nous avons des circonscriptions électorales. Eux, ce sont des districts électoraux. Et eux, parce que c'est très pratique aux États-Unis, c'est des chiffres. Vous voyez, le district numéro 6, très grand district, qui représente beaucoup de comtés. Parce que la structure administrative la plus importante aux États-Unis, c'est le comté.
Puis je vais vous montrer un bulletin de vote de cette année, là. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, un grand district électoral ici, dans l'Ohio, le district 6, comparativement à un petit district ici, très populeux, c'est la capitale de l'Ohio qui est là, c'est Columbus. Petit district là, qui est Cincinnati, petit district en haut, qui est Cleveland, des villes. Mais si vous allez... Il faut que je me trouve... Ah, voilà. Regardez ce grand district ici, c'est très rural. Vous voyez? Alors, dans tous les États, on parle de districts électoraux et ils sont... C'est pas Acadie Bathurst, La Pelletrie, Frontenac ou au Québec. Au Québec, ils sont forts. Hein? Ils ont des noms. Là, c'est juste des numéros et c'est toujours la même chose dans tous les États. Le Sénat, maintenant. Alors, comprenons-nous bien, on ne vote pas pour le président cette fois-ci. On vote pour tout le Congrès, 435. On vote pour un tiers du Sénat, puis on va voter pour 36 gouverneurs. Alors, le Sénat, à l'heure actuelle, 51 républicains, 47 démocrates, 2 indépendants, Maine. Okay? Les enjeux. L'immigration. Et je ne sais pas si vous écoutez Fox News, mais là, c'est rendu, ça dépasse l'indécence, là. Parce que Trump dit que ce n'est pas les gens qui s'en viennent de l'Amérique centrale, tout de suite, ils sont quelques milliers. Il parle d'une invasion. Il parle qu'ils amènent des maladies. Ça n'a plus de sens du tout. Évidemment, il parle du mur, etc., etc. Or, l'enjeu est l'immigration. Et moi, j'arrive des États-Unis, je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai parlé à certaines personnes. On est malades, ils sont devenus un monde très fermé, etc., etc. Le deuxième enjeu, c'est la santé. Medicare et Medicaid. Je parlais justement à un individu qui me disait en Floride que lui, en pas pire santé, là, ça lui coûte 12 000 $ d'assurance. 12 000. Puis il dit, s'il faut que je pogne le diabète entre ça, bien il dit, là, je suis cuit. Or, évidemment, Obamacare avait créé un système qu'ils peuvent s'assurer une subvention de l'État, la compagnie d'assurance, etc., etc. Mais si jamais Trump gagne le Sénat de nouveau, les républicains gagnent le Sénat, et qu'ils gagneraient la Chambre des représentants, ils donneraient un autre coup, et là, ça serait fini. La sécurité nationale, bien évidemment, le Trump a dit qu'il faudrait que dans les synagogues, il y aurait des gardiens armés, mais là, s'il faut que tout le monde ait des armes. Mais vous allez dans une épicerie aux États-Unis, puis le gars à la caisse a le gun ici, là. Ah oui, oui. Fait, tu ne t'astines pas sur le prix des oranges, tu les payes. Toute la question de la Cour suprême, hein? Et vous attendez beaucoup parler de Roe versus Wade. C'est cette fameuse cause en 1973 qui a évidemment statué, qui a vraiment statué que la femme, évidemment, son corps était à elle, puis elle pouvait décider qu'est-ce qu'elle voulait faire avec au niveau, évidemment, d'une grossesse et quoi que ce soit. Et avec Kavanaugh maintenant, parce qu'ils ont la majorité, hein, parce que la Cour est très politisée, on ne peut pas se le cacher, avec la Cour qui est maintenant 5-4 républicaine, on dit toujours qu'il y a un swing judge, mais j'ai hâte de voir. Si les républicains ils gagnent ces midterms ici, et Mme Ginsburg, qui est assez âgée, n'est-ce pas, va certainement se retirer d'ici 1 an. Mais là, ça va être vraiment une cour à forte tendance de droite. Et vous pouvez être sûr qu'il y a un État aux États-Unis, que ce soit l'Utah ou quoi que ce soit, qui va challenger ça. Ça va y aller en Cour suprême. Et ça se peut qu'on recule en arrière, que ce soit le mariage gay, l'avortement, tout va devenir, évidemment, question débat.
OK, a surveillé des sièges de 2 sénateurs, le sénateur Flake, comme vous le savez, de l'Arizona, et Corker du Tennessee, 2 sénateurs républicains qui ne se représentent pas et dont est à surveiller parce qu'eux, ils étaient contre leur président. Est-ce que leurs successeurs comme candidats vont pouvoir conserver ces sièges républicains-là au Sénat? Ça va être à surveiller. Qu'est-ce qui est à surveiller? C'est l'État de l'Ohio. L'État de l'Ohio a toujours ce qu'on appelle aux États-Unis de Bell State, c'est-à-dire toujours du côté de la majorité du parti qui gagne le plus de sièges. Le gouverneur Kasich, OK, républicain, anti-Trump, ne se représente pas. Et il est intéressant de voir si les démocrates pourraient gagner cet État-là. Ça, c'est bien intéressant. Alors, les courses à surveiller. Bon, ça va très bien. Les courses à surveiller. À la Chambre des représentants, j'en ai choisi 3 ou 4, là, juste parce qu'on ne peut pas faire 435. On va manquer l'élection mardi prochain. À la Chambre des représentants, la situation actuelle, les polls d'aujourd'hui, on dit que les démocrates sont sûrs de 205 sièges, que les républicains sont sûrs de 199 et que toss-up, c'est-à-dire trop près pour dire, 31. Ça prend 218 pour avoir la majorité. Alors, au Nouveau-Mexique, ville d'Albuquerque, district numéro 1, démocrate Debbie Haaland versus Janice Ross. La démocrate Debbie Haaland, Mme Haaland, si élue, serait la première femme autochtone à être élue à la Chambre des représentants aux États-Unis. Imaginez-vous, en 2018, il n'y a jamais eu une femme autochtone qui a été élue. Et, d'après les polls, elle mène par 8 points. OK? Alors, elle va tout probablement être élue. Deuxième, le Kansas, OK? District numéro 3, OK? Charis David, Kevin Yoder. Or, Mme David pourrait également devenir la première ou la deuxième femme autochtone à être élue membre de la Chambre des représentants. Et elle mène par 9 points. Alors, imaginez-vous, là, on est vraiment dans un autre monde, dans le sens que beaucoup de choses arrivent presque en même temps. Un mouvement vers la droite, des gens pas contents, mais voilà que ce point est évidemment des possibilités de régler des grandes injustices, peut-être. Caroline du Nord, ça, moi, je suis ça. Caroline du Nord et la Caroline du Sud, plus républicain que ça. Non, tu pisserais pas rouge, tu pisserais comme turquoise, d'après moi. Alors, Caroline du Nord, district numéro 9, le démocrate McCready contre le représentant Mike Harris. Harris est considéré le candidat le plus à droite qu'ils n'ont jamais vu aux États-Unis depuis longtemps. OK? Il a même dit, OK? Dans l'un de ses discours, il a même déclaré que la femme doit être soumise à son mari pour ne pas déplaire à Dieu. Je vais vous dire, donne-moi une ligne par ici qu'on ne dit plus à Dieu derrière moi. Hein? Alors, et là, évidemment, est-ce possible qu'un district comme le district 9 pourrait être démocrate? Écoutez, parce que là, c'est là les évangélistes, c'est leurs États, ça. 2 pôles que je vous cite. Civitas dit McCready, le démocrate, à 4, mais le New York Times dit Harris à 5. Je me fierai plus sur le New York Times, mais encore une fois, avec qu'est-ce qui se passe ces derniers jours, difficile. Au Sénat maintenant. Au Sénat maintenant, les courses à surveiller le mardi. La situation actuelle, et ça ne regarde pas bien pour les démocrates. Les démocrates sont sûrs de 44 sièges. Toss-up, 6. Républicains sont sûrs de 50. Et ça prend 51 pour avoir, évidemment, la majorité. Et dans les toss-up, tout de suite, 5 iraient aux républicains. Alors,
le Sénat, il faut peut-être l'oublier. Et une des raisons, dans le nord, Madame Heitkamp, Nord Dakota, OK? Dans le Nord Dakota, Heidi Heitkamp, OK, contre Kramer, Kramer mène par 12 points, OK? Et Mme Heidi Heitkamp fait évidemment une énorme campagne parce que c'est là qu'il y a énormément de cultivateurs de soya et tout ça. Elle a bien fait à un moment donné. Là, Trump a été là-dedans. Puis finalement, la vieille tradition républicaine, parce qu'elle, elle avait gagné sa dernière élection, mais c'était un peu... C'était pas de la tradition démocrate totaux, hein. C'est surtout le Dakota du Sud, avec sa capitale Pierre, qui est démocrate, tandis que le Dakota du Nord, avec Bismarck, est surtout républicain. Alors là, ça serait une perte, évidemment, pour les démocrates. L'autre, elle, il faut la suivre, hein. Claudine, il faut que tu suives celle-là religieusement. C'est O'Rourke. Son premier nom, c'est Beto, B-E-T-O, Beto O'Rourke, contre Ted Cruz, OK? Alors, le sénateur Cruz, qui est le sénateur sortant, s'est présenté à l'investiture, vous vous en souvenez, présidentielle contre Trump, puis ça s'avait chicané. Vous savez, Trump avait dit qu'il était un menteur. Trump avait dit que son père, à Cruz, faisait partie du complot qui avait assassiné Kennedy. Puis en plus de ça, lors d'un débat, il a dit à Cruz que sa femme était laide. Oui, certainement. Alors, là, la paix est revenue parce que, évidemment, Trump, il peut dire n'importe quoi. Cruz, il sait que Trump est très populaire au Texas. Et comme vous le savez, un sénateur, c'est énormément de pouvoir. Tu ne veux pas le perdre. Alors, aujourd'hui, Cruz mène par 7. Certains polls disent 4, mais Cruz est en avance. Mais le démocrate O'Rourke a amassé beaucoup plus d'argent, OK, que le candidat Cruz. Parlant d'argent, la campagne pour les gouverneurs de l'Ohio, OK, à l'heure actuelle, les deux candidats entre les deux ont ramassé 33 millions de dollars. Un État. L'autre qui est intéressant, c'est l'Arizona. OK? Flake, je l'ai dit, qui ne se présente pas. OK? Sa successeur comme candidate est Kristen Sinema versus la républicaine Martha McSally. Or, hier, McSally mène par 2. Aujourd'hui, 3 polls donnent, OK, Sinema par 3. Pittsburgh, peut-être. Je ne sais pas, quelque chose. Là. Mais c'est aussi volatile que ça. OK? Les gouverneurs, maintenant. Alors, comme je vous le dis, les gouverneurs, représentent dans le système politique américain, surtout au niveau de la délimitation des circonscriptions pour l'année 2020, lorsqu'il va y avoir l'élection présidentielle. OK? Vous avez 36 États dont les gouverneurs sont en élection, 3 territoires, on ne s'occupe pas de ça. OK? En Géorgie, ça, il faut suivre ça, là, puis si vous voulez juste en suivre une, suivez celle-là. Géorgie, la démocrate Stacey Abrams, la madame, contre Brian Kemp, le secrétaire de l'État, le Marc Duguay de la Géorgie, là, OK? La candidate Abrams, si élue, deviendrait la première femme de race noire à être élue gouverneur d'un État. Okay? La Géorgie est un État de très grande tradition républicaine et la campagne qui se déroule actuellement est des plus acharnées. C'est là qu'on a éliminé 53 000 noms sur la liste électorale. Les républicains qui ont fait ça. Madame Abrams a enregistré 200 000 électeurs qui n'étaient pas sur les listes électorales. Puis si vous savez ce que ça représente comme travail de signer 200 000 personnes, vous n'avez aucune idée. Beaucoup de ces gens-là, il faut que tu les accompagnes. C'est pas que ça n'a pas de papier, ça ne sait pas lire, etc., etc. Et comme vous le savez, l'État de la Géorgie, c'est un État assez important, c'est 11 millions d'habitants. Alors, c'est à surveiller.
Et c'est une campagne très, très dure. L'autre, démocrate, Floride, gouverneur, Gillum, contre le représentant Ron DeSantis. Et là, Trump est décollé contre Gillum. Gillum est le maire de la capitale de Tallahassee, en Floride. 39 ans, un noir très, très politisé dans le sens qu'il a été très communautaire, un peu le parcours Obama, si vous voulez, qui connaît bien son État et qui, évidemment, est noir, dans le sens qu'il porte le fardeau du minoritaire, mais il a mené une campagne extraordinaire et Trump, à l'heure actuelle, le traite de tous les noms de voleurs, etc., parce qu'il y a, entre autres, une enquête de corruption à l'hôtel de ville de Tallahassee, mais qui ne met pas en cause Gillum. Et moi, j'ai parlé à pas mal de gens en Floride lorsque je suis allé la semaine passée, et les gens me disent « Gillum va gagner ». Et les polls, encore cet après-midi, à 4 heures, ils mènent par 6 points. Ça serait une victoire extraordinaire, parce que vous savez que Trump a sa grande maison en Floride et qu'il avait gagné l'élection, il avait gagné la Floride lors des élections. Et l'Ohio, comme je vous le disais, qui est de Bell State, OK, le gouverneur républicain, Kasich, ne se représente pas. Or, il est remplacé, si vous voulez, comme candidat par Mike Devine et le démocrate est Richard Cordray. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le gouverneur qui ne se représente pas, Kasich, qui est un républicain anti-Trump, on le pressent comme étant un candidat à l'investiture contre Trump, ce qui se fait très, très rarement, qu'on va aller challenger la candidature d'un président sortant après un terme. Et beaucoup de républicains aimeraient que Kasich se présente. Toujours est-il que vous voyez que le démocrate mène. Or, si, dans la soirée des élections à CNN ou autres réseaux, vous écoutez et que vous voyez très tôt que Cordray prend une avance assez importante, on va passer une belle soirée. Parce que c'est de Bell State. Okay? Les autres courses à surveiller très rapidement, je n'ai pas les photos parce que ça demande beaucoup de travail. Et Jean Saint-Cyr sait comment efficace que je suis sur un ordinateur. Je pèse 14 fois le même piton, puis à jam. Puis là, je l'appelle, je dis, Jean, qu'est-ce que je fais? Il dit, énerve-toi pas. Oh, bon. Alors, les courses à surveiller au Massachusetts District 7, Ayanna Pressley, candidate démocrate, elle fut la première noire à être élue au conseil municipal de Boston. Vous avez beaucoup de femmes qui se présentent cette année, beaucoup de minorités. Hein? OK? Le district 14, Alexandria Cortez, 29 ans. Je ne sais pas si vous avez vu à la télévision lorsqu'elle a gagné. Elle ne pensait jamais de gagner. Elle a défait Joseph Crowley, qui était là depuis 20 ans. Et Mme Cortez est considérée de la mouvance de Bernie Sanders. Hein? Elle est très à gauche, pas à peu près. Alors ça va être à surveiller. Elle va gagner, d'après moi. Mais on ne sait jamais. Au Sénat maintenant, la Virginie occidentale, vous vous en souvenez du sénateur démocrate Manchin, le démocrate qui a voté pour Kavanaugh? Ben lui, il a voté pour Kavanaugh parce que West Virginia, c'est Trump country. Puis pour sauver les fesses, hein, il a joué un peu ce qu'on appelle la jambe légette. Hein? Et évidemment, on verra si ça va lui payer ou pas. Et là, qu'est-ce qui est triste, c'est Mme McCaskill au Missouri. La candidate démocrate et sénateur sortante, Mme McCaskill, pourrait perdre ce siège-là. Missouri, c'est pas démocrate, on s'entend. C'était une démocrate, elle a gagné, c'est une femme qui... Mais elle est à l'heure actuelle pas mal dans le trou. Au Tennessee, hein, vous savez, le sénateur Coker qui déteste Trump, ne se représente pas. Le candidat démocrate est Phil Bredesen contre la républicaine Marsha Blackburn. Au début de la campagne, les démocrates mettaient beaucoup d'espoir pour ravir ce siège aux républicains. Aujourd'hui, 6,5 Blackburn chez les républicains, on s'entend. Et voilà.
on a les districts électoraux. Okay? Et les districts électoraux renferment, comme je vous le dis, souvent plusieurs comtés. Mais chaque comté à l'intérieur du district électoral a son propre billet de vote. Parce que je vous ai dit que le comté et la structure administrative est une structure administrative très importante. Or, l'euro du billet de tous les comtés aux États-Unis seront les mêmes. C'est-à-dire que, voilà, si vous allez là, vous allez voter pour le sénateur. Soit en Floride, Rick Scott, le républicain, contre Bill Nelson, le démocrate. Nelson mène par 2 points, il devrait gagner. Après ça, vous allez voter pour le district 11, parce que Citrus County est dans le district 11, vous allez voter, soit pour Webster, le républicain, ou Cortell, le démocrate. Après ça, vous allez aller voter, soit pour le gouverneur, le lieutenant-gouverneur de l'État, et vous allez voter aussi pour le gouverneur de l'État républicain. Andrew Gillum est là, il vient, comme je vous le dis, par 6 points. Là, il y en a d'autres. NPA, ça veut dire No Party Affiliation. Ils n'ont aucune chance de gagner. C'est comme aller au théâtre puis tu n'as pas de billet. Là. Tu ne gagnes pas. Là. Après ça, tu votes pour l'Attorney General de l'État. Tu vas voter pour le Chief Financial Officer. Tu vas voter pour le commissaire à l'agriculture. Puis ça, c'est tout identifié, républicain ou démocrate. Là. Après ça, vous allez voter pour le sénateur de l'État. Mais de l'État, pas le sénateur qui va à Washington, le sénateur qui va à Tallahassee. Après ça, la même chose, vous allez voter pour le représentant qui va y aller à Tallahassee. Après ça, vous allez voter pour le comté, le commissionnaire du comté, dans 2 districts. Vous allez voter pour le Justice Supreme Court. Et là, regardez bien ceci, qu'est-ce que le billet dit. Justice Supreme Court de l'État de la Californie. Shall Justice Alan Lawson of the Supreme Court be retained in office? C'est-à-dire, tu décides si oui ou non, on doit le jeter dehors ou pas. C'est ça que ça dit, là. Et c'est la même chose, Citrus County Community Charleston. Puis là, tu continues. Et là, c'est pour vous dire que les États-Unis, c'est un monde. Vous avez, après ça, le Mosquito Control Board. Mosquito Control Board, site 3, et Mosquito Control Board, site 1. Puis là, moi, quand j'ai vu ça, là, je me dis, il y a quelqu'un qui veut rire de moi, ils m'ont passé un petit sapin. Mosquito Control Board of Citrus County is to promote the health, safety, and welfare of Citrus County residents and visitors throughout a program integrated mosquito management. Ben, ça vous fait rire, ben vous savez que la Floride, c'est une swamp, Puis Citrus County, qui est à peu près 150 000 au nord de Tampa, là, ben, c'est vraiment une swamp. Puis si tu ne contrôles pas les moustiques, là, ben, ça va mal. Alors, ils ont une board, ils ont un site web, ils ont des installations. Puis imagine-toi, quand tu es élu sur ce board-là, ben, tu sais, le gars là, qui t'a appuyé puis qui t'a donné 10 000 $ pour ton élection, là, puis lui, il vend des pesticides. Mosquito, boum, boum, là. Ben, c'est lui qui va les vendre, Parce qu'aux États-Unis, le patronage, là, ils ne s'offusquent pas de ça. Tu as voté pour moi, tu auras le contrat. Alors, et là, ça continue, Et après ça, vous tombez dans les amendements constitutionnels de l'État ou du comté. Comment de chlore tu veux dans l'eau? Veux-tu des chiens avec pas de médaille? Ça continue. Ça finit plus. Alors, et là, ça, c'est un petit... Vous avez des comtés où que... Ça, c'est 3 fois ça. En Californie, ils sont les champions. En Californie,
Tu peux voter sur le soleil, sur n'importe quoi. Mais je vais vous dire ceci. 60% des gens, retournant au premier, 60% des gens là, vont arrêter ici. Là. Après ça, là, regarde, bye. OK? Ils votent moitié pas. On continue. Alors, vous avez une idée du bulletin? Vous entendez beaucoup ces jours ici que si jamais les démocrates prennent la majorité à la Chambre des représentants, c'est-à-dire qu'ils vont en faire élire plus que 218, et ça, c'est des républicains qui disent ça, qu'ils vont entamer une procédure de destitution du président Trump, qu'on appelle en termes américains « impeachment ». Alors, la procédure pour destituer un président est fort complexe et doit être au départ initiée dans la Chambre des représentants. OK? C'est un vote de non-confiance. Par après, mais c'est le Sénat qui procédera à un tribunal, c'est quasiment un tribunal. Vous vous en souvenez lorsque Clinton a passé à travers d'une procédure d'impeachment. Le comité sénatorial, qui devient presque un tribunal à cette fin, va valider ou rejeter la demande de destitution. Et il n'y a aucun problème pour Trump. Le nombre requis de votes au Sénat pour destituer le président est de 67, soit 2 tiers plus 1. Ça fait que ça n'arrivera jamais. Alors voilà. Merci beaucoup.